Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'espace conférence de Rééduca. Donc je me présente, je m'appelle Yvan Tourjanski, je suis président de l'URPS, donc l'Union régionale des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes d'Île-de-France. Et je vais donc vous parler, comme l'a dit Jocelyne Roland, de l'impact, je dirais, de l'environnement et l'horizon du cancer du sein en 2050. Donc je tiens à excuser mon co-organisateur qui devait être là avec nous ce matin, mais qui n'a pas pu, qui est André Cicolella, qui est président du réseau Santé Environnement. Et donc, je vais essayer de rattraper, puisque c'était lui l'expert sur tout ce qui était perturbateur endocrinien. Néanmoins, il m'a passé sa présentation et je vais pouvoir la dérouler et on pourra bien évidemment en parler et interagir ensemble. Donc, tout d'abord, vous dire que c'est un sujet d'actualité, puisque hier après-midi, André a participé à un article du Monde, et que cet article du Monde contextualise bien la problématique qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mais sinon, de toute façon, on vous donnera les coordonnées de cet article du Monde qui reprend, entre guillemets, les grands éléments de la conférence de ce matin, pour vous dire qu'on est complètement d'actualité aujourd'hui à Rééduca. Donc la première problématique, je vais contextualiser un petit peu le cancer du sein en France, puisque si on se projette à 2050, il faut savoir d'où on part. Et donc la problématique aujourd'hui sur la France, vous voyez le plan santé, cancer du sein, pourquoi la France fait partie des pays les plus touchés au monde? Eh ben, c'est une question et on va essayer d'y répondre ensemble et de vous apporter les éléments. Donc, bien sûr, comme vous le savez, toutes et toutes, si vous êtes masseur-kinésithérapeute et un peu concerné par le cancer du sein, vous voyez bien que le cancer du sein, aujourd'hui, il y a évidemment un phénomène, comment dirais-je, hormonal, que l'on connaît bien, puisque les patientes ou les patients qui ont des problèmes sur les cancers du sein ont des impacts, je dirais, hormonaux. Et donc, il est évident que tout ce qui est perturbateur endocrinien va avoir un effet sur, entre guillemets, ce cancer du sein et cette prévalence. Donc, néanmoins, quelle est la part des modes de vie? On le sait très bien. Vous savez que la pilule, l'alcool, enfin tous les éléments agressifs qui provoquent des cancers ont bien sûr un effet sur le cancer du sein et parallèlement sur l'homme, sur le cancer de la prostate. Mais sur cette problématique, entre guillemets, quelle est la part des modes de vie, beaucoup de choses ont été dites. Voilà. La nouveauté, entre guillemets, c'est quelle est la part de l'environnement. Et c'est ce qu'on va détailler ce matin. Et c'est là que les kinésithérapeutes peuvent avoir un rôle. Parce que autant l'hormonothérapie, c'est plutôt les médecins ou les sages-femmes qui, je dirais, gèrent cette partie-là. Autant la part de l'environnement, et vous savez comme il est important la relation qu'on peut avoir entre kinésithérapeute et patiente ou patient, et donc cet impact-là de l'environnement, et on va voir et on va essayer de comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qui peut, dans l'environnement de ces hommes et ces femmes, avoir une influence sur le cancer du sein, et sur aussi, et j'en dirai un petit mot, sur, entre guillemets, la bonne prise des traitements, puisque en fait, les traitements sont la plupart du temps aussi des traitements hormonaux, et les perturbateurs endocriniens peuvent aussi, entre guillemets, perturber cette prise de médicaments, l'hormonothérapie ou d'autres traitements. Donc, juste un petit clin d'œil, puisque j'ai fait un extrait de ce que devait dire André ce matin. Comme tous les spécialistes de santé environnementale, le toxicologue André Cicolella estime qu'il ne faut pas attendre la preuve épidémiologique sur le cancer avant d'agir. Je pense que ce que vous devez retenir, mais on le verra bien, c'est un peu comme la loi du plomb sur, entre guillemets, l'agriculture. C'est-à-dire que les agriculteurs et ceux qui font des produits disent « Ah, mais il n'y a pas encore d'impact, il faut attendre qu'il y ait un impact pour interdire ». Là, on a des faisceaux de preuves, bien évidemment. Et c'est vrai que démontrer que le perturbateur endocrinien ou l'élément a réellement atteint le cancer au bout de 20 ans ou 30 ans, vous pensez bien que cette problématique-là, je veux dire, c'est comme sur les pesticides. Hein, si on veut être de mauvaise foi, on peut tout à fait être de mauvaise foi. Mais dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'impact, ce serait quand même se mentir globalement. Donc, je prends la zapette pour continuer.
Donc quelques chiffres, ça c'est des éléments qui sont donnés par le Centre international de recherche sur le cancer, hein, qui est à Lyon aujourd'hui, et qui montrent qu'en fait, en France, on est le premier pays au monde au niveau du cancer du sein, ce n'est pas une gloire, et que justement en Île-de-France, on a une augmentation de 6% par rapport à la moyenne nationale, et qui fait qu'en Île-de-France, on est particulièrement impacté. Alors c'est vrai que tout le monde se pose la question pourquoi, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que les maladies, et notamment les maladies chroniques, sont liées entre guillemets à un déficit social de population, et que c'est les populations pauvres ou migrantes qui ont des problématiques plus importantes. Et là, c'est vrai que dans cette diapositive, on voit que la région Île-de-France est en surbrillance, etc. Et notamment en Île-de-France, puisque je ne vous ai pas mis le détail, mais en Île-de-France, c'est Paris, le 92 et le 78, où il y a des taux supérieurs à la moyenne nationale et à la moyenne régionale. Donc, ça interroge. Ça interroge sur la qualité de vie, sur évidemment l'environnement urbain, puisqu'on est sur un environnement urbain. Et donc, la question, entre guillemets, de l'influence de l'environnement est importante. Donc néanmoins, je vous disais qu'aujourd'hui en France, il y a quand même des informations qui sont données, hein, et vous avez des documents qui sont importants, qui sont publics, qui sont faits aussi bien par... je vais voir si ça marche, ça. Hop. Il y a un pointeur, il n'y a pas de pointeur. Mais en haut, vous voyez, je vous ai mis Panorama des cancers en France en 2025. On a toutes ces explications, on a des informations qui sont données par, vous voyez, le logo de la République française ou l'INCa, l'Institut national de cancer. Donc on a des données. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et sur l'exposition aux perturbateurs endocriniens, vous connaissez tous, vous avez entendu parler du rapport des 1000 premiers jours qui est sorti en 2023. Clairement, on a des informations qui disent exposition aux perturbateurs endocriniens, focus sur les phtalates et sur les 1000 premiers jours. Je veux dire, il y a des études qui ont été faites sur les cordons ombilicaux des femmes et puis après en expérimentation sur les animaux qui montrent que beaucoup de choses passent par le cordon ombilical et que l'exposition des femmes pendant la grossesse a des influences sur le fœtus et a des influences sur le développement après des femmes ou des hommes qui ont été exposés à travers, entre guillemets, le ventre de leur mère. Donc on a des exemples déjà avec d'autres produits, hein, sur l'infertilité des enfants dans les années 70 avec d'autres produits. Mais là, sur ces éléments-là et les phtalates, on a cette information. Il y a une étude en septembre 2021 sur priorisation des effets sanitaires à surveiller dans le cadre du programme de surveillance lié aux perturbations endocriniennes de Santé publique France. Et vous voyez que le niveau de preuve suffisant, il est sur l'endométriose, fibrome utérin et en bas, cancer du sein, cancer de la prostate. Donc ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas, mais nous, en tant que masseurs-kinésithérapeutes, en tant que professionnels de santé, nous devons de regarder, entre guillemets, tous ces chiffres qui sont des chiffres de santé. Et je fais un peu le parallèle avec ce qui s'est passé pendant le Covid, où à la télé, on demandait s'il y a une, entre guillemets, une épidémie avec un virus aérien, est-ce qu'il faut porter un masque ou pas? Je veux dire, nous, kinésithérapeutes, pour ceux qui font évidemment de la kiné respiratoire en milieu hostile, que ce soit en réanimation, que ce soit dans les services de pneumologie, on sait bien que depuis des années, le masque filtre, voilà, avec différents produits. Donc se poser la question de dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, à un moment, sans attendre les recommandations, vous pouvez avoir, vous, professionnels de santé, masseur kinésithérapeute ayant une démarche scientifique, les éléments pour pouvoir savoir ce qui est bon pour vous, pour les patients ou pour les autres. Donc concrètement, regardez, là on est sur des études de 2021, de 2025. On a l'impression dans le monde qu'on découvre les choses, mais il y a des éléments qui sont importants et qui sont déjà présents. Là, une étude de l'environnement santé, réseau environnement santé, qui date de 2011 avec des sources PubMed et qui en fait montre que les phtalates ont un effet sur la santé et d'exposition. Donc on est en 2025, ça date de 2011. Et un autre document, santé-environnement, pareil, un programme de biosurveillance avec l'imprégnation de la population française avec les phtalates.
Et donc, in vitro, puisque c'est toujours difficile de faire des expérimentations sur, évidemment, la population, on voit que ce que je vous ai marqué en bas, hein, les phtalates induisent un mécanisme oncogénique non génomique dans l'étiologie du cancer du sein, dont le mécanisme est indépendant de leur activité oestrogénique. Voilà, donc je pense que tout le monde comprend cette phrase, et donc des informations déjà très importantes pour dire il y a un effet. Voilà. Après, quel effet? Hop. C'est ce qu'on va voir. L'autre chose qui est importante, on sait très bien, et vous qui êtes entre guillemets en contact avec les médecins ou les pharmaciens, on dit déjà que quand on mélange un médicament, deux médicaments, trois médicaments, l'effet princeps du premier peut être perturbé par les deux autres. D'accord? Moi, je travaille en service de gériatrie dans une clinique. La première chose qu'on fait quand on reçoit des patients, c'est d'arrêter tout leur traitement pour voir ce qu'ils ont réellement. Et quand vous avez vu des ordonnances où il y a l'ordonnance bisone, c'est peut-être parfois du recto verso. Donc là, on est sur le recto verso en termes d'environnement. Et donc, vous avez, hein, c'est ce qu'on appelle l'exposome, c'est comment, en fait, à quel élément vous êtes dans un environnement exposé. Et donc, sur l'animal, donc c'est une recherche qui a été faite par Kay en 2024. Vous avez chez la souris, puisqu'on ne fait pas des tests chez les humains, heureusement, chez la souris, vous avez en fait 920 substances qui provoquent des tumeurs mammaires chez l'animal. Et vous voyez en fait cette multitude d'éléments qui, en se mélangeant, font des cocktails. Et c'est bien ce que disent, on a la même chose sur les pesticides, c'est-à-dire que celui qui est à un moment met en œuvre ou met sur le marché un des produits, il n'a évidemment pas traité l'interaction avec tous les autres, et il dit, moi, mon produit, il est safe, ou il est safe à 80% ou 10%, etc. Mais il n'y a pas d'interaction, et on ne regarde jamais les interactions. Alors que dans la vie, on sait très bien qu'on est en permanence en interaction, et je ne vais pas parler d'holisme ou de prise en charge holistique que l'on a, nous, en kinésithérapie, mais je veux dire, on ne traite pas seulement un élément de tissu ou un os, on traite évidemment un patient dans son environnement. Donc retenez bien ça, parce que c'est vraiment l'image qu'il faut avoir. Et l'action qu'on peut avoir, nous, c'est évidemment des actions qui ne sont pas sur tous les éléments, mais sur certains éléments pour lesquels on peut être actif. Ça, c'est tiré d'un article. Alors ça, c'est la partie, entre guillemets, médicale qu'on ne connaît pas trop. Mais c'est pour vous donner l'information de voilà, comment, entre guillemets, les perturbateurs endocriniens agissent sur les traitements de chimiothérapie auprès des femmes. C'est-à-dire que la chimiothérapie, c'est un médicament de plus. Et sur ce médicament de plus, on le teste toujours dans un environnement où il n'y a que cette molécule. Mais cette molécule et ce traitement, évidemment, il interagit avec l'ensemble. Et c'est vrai que si vous êtes, on pourra parler du sport santé bien évidemment, mais si vous êtes déjà atteint par l'exposome avec tout un tas de particules que vous avez, vous maintenez cette agressivité et vous en donnez une autre parce que la chimiothérapie c'est toujours quelque chose d'agressif, évidemment ça peut pouvoir avoir des retentissements, soit en majorant les effets de la chimio, soit en minorant les effets de la chimio, mais dire qu'un traitement chimiothérapique hormonal n'a pas d'influence par des perturbateurs endocriniens ou par d'autres éléments qui ont en fait, un impact sur tout ce qui est évidemment endocrinien, puisque le traitement il est de ce point de vue-là, ce serait évidemment aussi se voiler la face. Et c'est un peu ce que l'on a quand même en France sur les phtalates, puisque en 2015, en octobre 2015, on a sorti sur un des éléments que sont les phtalates, l'impact que ça pouvait avoir avec soit après exposition directe, soit après exposition pendant la grossesse, les effets survenant pendant l'enfance et l'âge adulte, avec des maladies métaboliques, la reproduction de la féminité, la reproduction de masculinité, les cancers du sein, les thyroïdes, les troubles du comportement, etc. Et quand on voit aujourd'hui et qu'on se dit et qu'on entend partout que dans les rivières, en aval des villes, du fait de tous les éléments que l'on a mis dans l'eau, vous avez des poissons qui deviennent asexués ou qui deviennent féminins ou autres, on se dit que ça, ce n'est pas traité par les centrales d'épuration,
bien évidemment, puisqu'il n'y a pas les filtres pour, et que l'eau qu'on boit, évidemment, elle peut aussi avoir un impact. Donc la baisse de la fertilité, la baisse, évidemment, que ça soit masculine ou féminine, des changements hormonaux, il y a forcément un impact qu'on n'arrive pas à mesurer, mais dire qu'il n'y a rien, ça serait vraiment se tromper. Là, je fais un clin d'œil à Jocelyne Roland et à Martine Rintaud, la présidente du RKS, puisque en fait, sur les phtalates, il y a eu un travail de fait en 2020 avec en fait des kinésithérapeutes du réseau RKS qui ont accepté de porter entre guillemets un bracelet qui récupère toutes ces phtalates, un petit bracelet qui était un peu en gomme, enfin qui permettait de récupérer les choses, et ont accepté de se faire couper les cheveux pour justement voir l'impact, entre guillemets. Vous savez que chez les sportifs de haut niveau, on voit dans les cheveux toutes les traces de cannabis et autres. Ben là, c'est la même chose. Le cheveu est un peu comme la carotte glaciaire. On voit ce qui s'est passé à un moment ou à un autre. Et donc, sur les résultats que l'on a, qui ont été relevés, les 3 phtalates dans les cheveux des 10 kinésithérapeutes, avec les substances qui sont indiquées, sachant que celle qui est la plus, entre guillemets, connue et cancérogène, et qui ont été évidemment aussi étudiées, pas uniquement en France, mais dans le reste du monde, et là c'est l'État de Californie, on a notamment le DEHP. Alors, je ne vous donnerai pas l'explication du cycle, parce que c'est normalement André qui devait le faire. Mais voilà, donc avec des concentrations qui sont importantes, vous voyez, très différentes, puisque vous avez pour certains pratiquement pas dans le cercle et d'autres qui sont plus importantes. Donc ça évidemment, ça questionne. Ça questionne sur l'environnement. Alors, ce n'est pas que l'environnement professionnel, c'est évidemment l'environnement familial, là où on habite, si on passe dans les transports, etc., etc. Donc, tout cet environnement. Et donc, cet environnement, il est agressif. Et vous pourrez regarder sur Internet. Et je vous invite évidemment à faire des recherches, que ce soit avec ChatGPT ou que ce soit avec ce que vous voulez, mais PubMed, c'est bien, de voir toutes les préoccupations qu'il y a. Et aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la COG, c'est-à-dire le projet de l'assurance maladie sur plusieurs années, le contrat d'objectif sur plusieurs années, il y a une information, enfin je dirais un élément de prévention qui est fait par l'assurance maladie pour l'instant dans 2 caisses au niveau national. Je crois que c'est l'Aisne et puis un autre, pour avoir une opération zéro phtalate. C'est-à-dire que ce qui était en 2020, je dirais l'émanation d'un petit groupe et notamment du réseau cancer du sein avec Jocelyne et Martine et du réseau en santé environnement. Aujourd'hui, l'assurance maladie se l'est appropriée. Et 2023, 2024, 2025, il y a eu 2 expérimentations dans 2 caisses primaires d'assurance maladie sur ce sujet-là. Et normalement, la généralisation arrive en 2025, 2026, 2027, 2028 pour qu'il y ait un engagement zéro phtalate. Et donc sur cet engagement, le partenaire entre guillemets de l'assurance maladie, ce sont nos syndicats, donc FFMKR, SNMKR et Alizé, et indirectement au niveau régional, les unions régionales, les professionnels de santé, dont les masseurs kinésithérapeutes. Et c'est pour ça que c'est une préoccupation interprofessionnelle. Et donc toutes les URPS sont aussi, je dirais, impactées par ce sujet. Et donc ça va être, entre guillemets, une des priorités qu'on va avoir, notamment en santé publique et santé environnementale dans les prochaines années. Donc c'est vrai que quand on regarde 2011, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Là, 2025, on se dit on commence par bouger. Et donc c'est pour ça que Jocelyne disait tout à l'heure, une mauvaise nouvelle pour 2050, mais aussi une bonne nouvelle, puisqu'on en parle, on a des éléments. Et ces éléments-là, bien évidemment, vous allez pouvoir les mettre en œuvre, vous allez pouvoir vous les approprier. Donc les DEHP, je vous ai donné là quelques exemples. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Chapon en 2017. L'utilisation du DEHP, vous voyez qu'il y a des utilisations intérieures ou extérieures, avec notamment tous les sols, les revêtements, les nattes plastifiées, tous les plastiques, tout ce qui est sous emballage, etc. Et donc, on a des jouets, des semelles. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Le bon exemple que vous connaissez tous, dont vous avez entendu parler, c'est les biberons
qu'il y a une vingtaine d'années qu'on mettait entre guillemets dans les micro-ondes et qui rejetaient tout un tas de choses. Là, on est pareil, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que les biberons, mais qu'il y avait d'autres choses. Et donc, il y a beaucoup je dirais, d'éléments de construction, que ce soit des meubles, que ce soit du sol, que ce soit des peintures, qui en fait rejettent entre guillemets ces phtalates et cette problématique entre guillemets de volatilité des éléments qui sont contenus dans ces dalles, enfin dans ces éléments. Et souvent, et c'est pour ça que c'est important et que pour nous, ma sœur kinésithérapeute, dans nos cabinets, c'est aussi important, c'est-à-dire que les tests qui sont faits, ils sont faits à 14 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 19 degrés, etc. Après, il y a des tables qui montrent qu'entre 20 et 30 degrés, on n'a pas en fait un relâché linéaire de ces phtalates, mais plutôt exponentiel. Et donc c'est vrai que quand vous êtes dans un cabinet de kinésithérapeute avec une température de 21, 22, 23, voire une balnéo qui chauffe et qui humidifie en plus, la quantité entre guillemets de phtalates qui se dégage est évidemment plus importante que si vous êtes sur une terrasse l'hiver avec des dalles au sol. Donc par rapport à l'amiante, parce que c'est vrai qu'on compare un peu, je dirais, cette évolution-là à celle de l'amiante, où quand l'amiante, il y a soit c'est inerte, soit vous le percez et entre guillemets vous avez des poussières et vous créez de l'amiante. Là, il y a quand même un effet chaleur et humidité qui est non négligeable. Donc, un peu d'éléments positifs. Voilà. Donc, la Suède, qui, entre guillemets, dans les pays nordiques, ont toujours des avancées un peu supérieures aux nôtres, peut-être parce qu'ils ont moins d'industries qui, en fait, fabriquent ou utilisent ces éléments-là. Je vous fais juste un petit clin d'œil à l'amiante. L'amiante, interdit au Canada en 1913, interdit en France en 1973. Voilà. Mais... donc là, réduire l'exposition, c'est possible. Donc les PVC, les linos, les nouvelles constructions. Donc dans les écoles maternelles maintenant en Suède, vous avez des hauts niveaux si les matelas étaient en mousse et en sol PVC. Donc il y a une substitution. On est revenu à des éléments qui étaient plus, entre guillemets, moins transformés. Je veux dire, on est un peu comme dans je dirais pas la malbouffe, mais en fait, quand vous avez des éléments transformés, vous n'arrivez pas à voir les interactions, vous n'arrivez pas à sentir ce que vous mangez réellement. Là, on revient sur, je ne vais pas dire encore des matelas en laine cardés à la main, mais sur l'utilisation des PVC, l'utilisation des mousses, le revêtement des sols, les meubles en bois plutôt qu'en aggloméré. Et donc, voilà, la Suède a fait ce travail-là et est entre guillemets en phase. Et en fait, vous ne le voyez pas parce que c'est écrit petit, mais cet article date de 2019. Okay, donc là, on n'en est pas encore là dans les crèches en France et en Île-de-France, et dans les écoles maternelles. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a cette volonté. Et je pense que l'important, c'est que vous puissiez être sensibilisé à ça, et c'est aujourd'hui l'importance de cette conférence. Donc quel rôle peut jouer le kinésithérapeute? C'est bien ça, c'est-à-dire si on fait un horizon 2050 avec une projection d'augmentation de plus 15 000 ou 20 000 taux de cancer en France, notamment sur le cancer du sein, c'est qu'on se dit que vous, kinésithérapeutes, nous, kinésithérapeutes, nous pouvons faire quelque chose. Et on va essayer de détailler ce qu'on peut faire. Donc pour vous dire déjà, l'environnement c'est quoi? L'environnement c'est tout ce qu'on avale. Donc la nourriture est évidemment importante. Je vous ai donné l'exemple de tout ce qui était sous plastique et qui était enfermé dans des opercules qui en fait produisent des phtalates. Et donc s'il y a quelque chose qui a été scellé 2 heures avant ou 10 heures avant, pas mis au frigo, et laissé en plein soleil, vous pouvez vous dire que la nourriture que vous allez ingérer, évidemment, elle sera avec des composants qui ont été, je dirais, déployés par les emballages. Et si vous regardez notamment toutes les bouteilles d'eau en plastique, on vous dit de les mettre à l'abri de la lumière et au frais, c'est pas pour rien. D'accord? Donc la chaleur en plein soleil, forcément, ça a des conséquences. Donc là, c'est une substance, les FAS, dont vous avez évidemment entendu parler parce qu'on en parle beaucoup, avec des travaux qui ont été menés en 2018 qui ont montré que les gens qui
manger bio avait une diminution du risque de lymphome de 75% et du cancer du sein post-ménopausal de moins 34%. Voilà, donc je pense que ça fait réfléchir. Et je vous ai mis ça parce que ça date d'il y a une dizaine de jours aussi. Le fabricant de sucre Daddy, là, les sucres en poudre rose, voilà, au centre d'une vaste contamination de PFAS. Donc aujourd'hui, ce que l'on mange, ce que nos patients mangent, voilà, sans être ayatollah du bio, il y a une vraie question de ce qui est avalé par notre tube digestif. Et vous le savez très bien qu'au niveau du tube digestif, remonte notamment par le nerf pneumogastrique, ça remonte jusqu'au cerveau et que c'est la voie, entre guillemets, d'accès, notamment pour tout ce qui était vache folle ou voire maladie de Parkinson, puisque la maladie de Parkinson, je vous rappelle, est une maladie professionnelle chez les agriculteurs qui utilisent des pesticides. Hein. Donc, on sait bien que la voie, je dirais, digestive est une voie importante. Voilà. Donc, posez-vous des questions. Regardez, je ne vous ai pas mis une liste de tous les éléments qui pouvaient en contenir, mais voilà, que ce soit la conservation des aliments dans des emballages qui sont en principe safe, mais safe à basse température et à l'abri de la lumière, ou que vous pouvez garder vous dans vos cabinets ou que les patients peuvent prendre, etc. Donc la chaîne du froid, c'est bien, mais la chaîne de conservation aussi des emballages, c'est une question. Donc vous voyez, donc, ce qu'on ingère, après ce qu'on se met sur la peau, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande question de tout ce qu'on met sur la peau. Voilà. Et il y a une directive européenne qui est en train d'être appliquée en France et qui va être transposée pour nettoyer dans les stations d'épuration tout ce qui est mis par deux industries dans l'eau. Un, l'industrie cosmétique. Deux, l'industrie pharmaceutique. Et donc aujourd'hui, cette directive européenne va imposer à toutes les stations d'épuration de France, mais d'Europe, d'avoir un nouveau traitement. Et l'État souhaite faire payer, entre guillemets, les industries pharmaceutiques et les industries de cosmétologie ce traitement. Et c'est vrai qu'au lieu de dépolluer, ça serait mieux de ne pas polluer. Hein. Un petit clin d'œil, puisque là j'ai fait l'ingestion par le tube digestif, l'ingestion par la peau. Et vous voyez que là, on commence à rentrer dans le domaine de la kinésithérapie. Parce que c'est vrai que certains kinésithérapeutes font la promotion de compléments alimentaires au niveau de la nutrition, ou disent mangez plutôt ça, etc. Mais ce n'est pas théoriquement dans nos compétences initiales, hein, on n'est pas diététicien. Par contre, les crèmes que l'on met sur la peau et qu'on se met, nous, sur nos mains, il y a quand même une question à voir, d'où la qualité des crèmes. Et je pense qu'ici, on est à un bon endroit pour que vous vous posiez des questions et que vous posiez des questions sur les crèmes. Et sur l'huile, savoir si l'huile est plus naturelle ou pas naturelle, quel est le vecteur, enfin, etc. Vous savez que chez des enfants auxquels on a donné du fluor avec un support d'huile d'arachide, les enfants ont fait des allergies à l'arachide et après, c'est toute sa vie qu'on ne peut pas manger de salade, enfin d'huile, enfin de salade avec de la sauce. Donc, vous, ce que vous vous mettez sur les mains, c'est aussi une question. Et donc, la sensibilité, hein, je ne dis pas zéro cosmétique, mais voilà, la pénétration par la peau, on le voit notamment sur les patchs qu'on peut avoir au niveau de la ménopause. Je regarde juste l'heure, hein, mais c'est bon. Les patchs qu'on peut avoir au niveau de la ménopause ou autre, vous voyez bien que la pénétration par la peau est importante. Donc je ne vais pas redire ce qu'a dit Major Mougement il y a 2 jours lors d'une conf ici en parlant de l'électrothérapie où on nous disait c'est bien mais on ne nous montrait pas comment ça sert. Je veux dire, si je fais un sondage ici, qui est-ce qui a eu des cours de pharmacologie sur les produits qu'on utilise auprès de nos patients? Voilà. Et ces produits, il y en a 50% sur nos mains. Donc c'est vrai que moi, quand il y a 30 ans, j'ai été diplômé, on nous disait arrêtez le talc, parce qu'en fait, tous les masseurs kinésithérapeutes qui massaient avec du talc ont fini par faire des silicoses. Et donc ils n'étaient pas mineurs, mais ils utilisaient du talc toute la journée. Voilà, donc on a arrêté le talc. Pourtant, ce n'était pas désagréable de masser avec du talc. Là, posez-vous la question aussi, et posez-vous la question de ce que mettent les uns les autres. Et quand vous avez une femme qui a un cancer ou qui fait de la radiothérapie, voilà, qui est exposée à des rayons, est-ce que vous mettez de la biafine? Est-ce que vous mettez d'autres... Voilà. Ou vous mettez rien ou...
Donc la grande question aujourd'hui se pose sur évidemment ce qu'on met par les crèmes. Et l'autre phénomène important, et là on rentre dans le phénomène des phtalates et tous les perturbateurs endocriniens qui sont entre guillemets respirables, les formaldéhydes, enfin tous les benzènes et autres. Donc là c'est qu'est-ce qu'on respire? Qu'est-ce qu'on respire quand on passe 1 heure dans le métro? Qu'est-ce qu'on respire quand on passe une journée dans une salle de rééducation? Qu'est-ce qu'on respire quand les patients vivent près du périph', mais on voit bien que 75, 92, 78, tous ne vivent pas autour du périph', et pourtant on a des taux de cancer du sein qui sont importants. Donc la question, c'est la respiration. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais les salles d'escalade sont aussi polluées que le bord d'autoroute. D'accord ? Donc les jeunes aujourd'hui, enfin les jeunes et les moins jeunes, font de l'escalade tout le temps. Je veux dire, moi j'ai 3 enfants entre 30 et 36 ans. Grosso modo, avec leurs conjoints, ils sont tous dans les salles d'escalade. Dans les salles d'escalade, qu'est-ce qu'on a? On a, et ça a été démontré, des chaussons d'escalade. Les chaussons d'escalade en se râpant et de la magnésie, qui ressemble au talc et donc qui peut donner la silicose. Mais il y a aussi la dégradation des chaussons. Et en fait, il y a une étude qui a été comparative avec la dégradation des pneus qui a été faite chez Michelin et la comparaison entre la dégradation des chaussons d'escalade et les pneus de voiture. Et vous voyez que ça s'est sorti dans la presse. L'air des salles d'escalade contient autant de particules de caoutchouc que les bords d'autoroute. C'est la dégradation. Donc vous les respirez. Quelle influence, quelles conséquences? Voilà. Mais pour vous dire que... Et ceux qui ont vécu le Covid, comment bien ventiler une salle de sport? Comment bien ventiler une piscine de rééducation? Et c'est vrai que pour avoir traité avec l'ARS Île-de-France le Covid, et en fait, après que l'ordre ait donné les recommandations de fermer les cabinets parce que l'air n'y était pas, entre guillemets, sécurisé, et donc il fallait avoir des taux de ventilation, des espaces entre les gens, etc. À l'ARS Île-de-France, on a fait un groupe de travail pour savoir combien de personnes on pouvait mettre ensemble dans une salle, quel était l'écart entre les personnes, au repos, salle d'attente, en mouvement, donc rééducation, vélo, salle, etc., qui ressemble à la salle de sport. Et l'autre chose, c'était la balnéo, où là, on cumule air humide, donc évidemment transport de beaucoup plus de choses, et chaleur. Donc voilà, donc posez-vous des questions sur l'aération de vos salles de rééducation, parce que c'est vrai que les patients, ils restent 1 heure, une demi-heure, parfois un peu plus, mais vous y êtes toute la journée. OK ? Donc, ce que je voulais vous dire à travers ça, c'est qu'on a un prisme, bien évidemment, patient, on a un prisme soin, mais on a un prisme aussi de se préserver, nous, qui sommes dans des environnements où nous travaillons toute la journée. Et autant dans les entreprises, dans les grosses structures, les hôpitaux, les usines, les mairies, enfin un peu là où il y a des services de santé-environnement ou de santé au travail, où vous avez une mesure d'impact forte sur l'air ou sur les conditions de travail, que ce soit l'éclairage, pour ceux qui ont fait des DU d'ergonomie ou qui se souviennent de leur cours, voilà, l'environnement a un impact sur le travail. Si vous restez, entre guillemets, une demi-heure dans un environnement pollué, vous avez une exposition. Si vous restez toute la journée avec un environnement, je dirais, pollué, vous avez beaucoup plus de chances, vous, d'être exposé. Donc la sensibilité qu'on veut faire passer aujourd'hui, elle est évidemment pour nos patients, pour avoir cette information aux patients, mais elle est aussi importante pour vous préserver, vous. Je vous rappelle qu'en libéral, on n'a pas de médecine du travail. C'est uniquement vous qui êtes patron et qui devez, entre guillemets, mettre en œuvre cette médecine du travail pour vous-même. Donc on est en train de voir, notamment dans les CPTS ou dans les URPS, comment on peut donner accès à une médecine du travail des libéraux. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas de statistiques et que quand un libéral il s'arrête, c'est qu'il s'arrête définitivement. Je veux dire, le niveau d'accidentologie ou le niveau d'impact ou les maladies professionnelles pour les libéraux n'existe pratiquement pas. Voilà, on commence à se poser des questions si on a des salariés. Si on n'a pas de salariés, vous pouvez travailler
70 heures par semaine, être exposé à tous les polluants de la Terre. Il n'y a que vous qui serez impacté, et nous, bien évidemment, représentants des URPS ou autres, où on commence, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui devant vous, on commence à être sensibilisé, à vous sensibiliser à, entre guillemets, cette santé au travail. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on est sur un enjeu inter-URPS, hein, puisque là, c'est l'URPS des orthophonistes de Bourgogne-Franche-Comté qui a mis en place un livret en lien avec l'Université France-Comté et les UFR de santé. Il faut savoir que l'intérêt des orthophonistes comme des orthoptistes, c'est qu'elles sont, entre guillemets, formées à l'université, alors que nous, on est formés dans des IFMK qui sont conventionnés avec l'université. Certaines sont intégrées à l'université comme Fontainebleau en Ile-de-France, Grenoble et autres, mais ça reste une minorité. Et que dans les universités, il y a toujours un département de prévention. Un département de prévention pour les étudiants, un département de prévention pour les enseignants. Et donc, il y a cette possibilité, bien évidemment, d'avoir cette sensibilité à la prévention. Donc, l'URPS orthophoniste Bourgogne-Franche-Comté a établi une fiche d'information, orthophonie et perturbateurs endocriniens. Ça, c'était pour vous montrer que, en fait, c'est un enjeu de santé publique qui traverse, entre guillemets, nos professions, mais qui sont quand même centrés sur les rééducateurs, puisque les rééducateurs, que ce soit orthophonistes, orthoptistes, pédicures, podologues, kinésithérapeutes et diététiciens, puisque les diététiciens sont aussi des rééducateurs, sont, entre guillemets, plus sensibles que les autres professions qui sont plutôt dans le soin. Et c'est vrai que moi, je travaille dans un service, je vous ai dit, de gériatrie, mais aussi d'oncologie et de chirurgie, notamment digestive. Et j'ai demandé aux chirurgiens ce qu'ils pensaient en fait des phtalates, de la prévention, etc. Et pourquoi il y avait une augmentation des cancers. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont du travail et qu'ils opèrent les gens. Voilà. Donc, s'il n'y avait plus personne de malade, ils n'opéreraient plus. Donc, je ne veux pas dire qu'ils sont satisfaits de cette augmentation, mais ils ne se posent pas trop de questions. Alors que nous, qui voyons les gens plus longtemps, en amont, en aval, qui essayons de prévenir, qui sont dans l'accompagnement, clairement, parfois, ça nous saute aux yeux. Voilà, pour vous montrer aussi un petit clin d'œil sur le fait que les URPS, et là, je vous ai mis... comment dirais-je, une photo de toutes les URPS qui se sont associées avec Carbone 4. Je ne sais pas si certains, ça parle Carbone 4, Jean Covici, enfin, etc. C'est vraiment l'ingénieur polytechnicien, ingénieur des mines qui, depuis 20 ans, alerte sur, entre guillemets, le changement climatique et alerte sur, entre guillemets, tous les effets de ce changement climatique. Et donc, on voit bien que les perturbateurs endocriniens, la ventilation, l'air qu'on respire, ce qu'on mange, etc., est aussi impacté. Et donc, au niveau des URPS kinés de France, puisqu'on est 17 URPS, on a un projet ensemble pour préparer l'avenir, comme c'est indiqué. Donc, c'est voilà, c'est 2050, mais c'est aujourd'hui. Et donc, on a un projet d'évaluation de votre impact carbone, de notre impact carbone et de l'impact carbone des cabinets de kinésithérapie. Donc, c'est un peu en dehors du sujet, mais ça reste quand même sur une préoccupation que l'on a, sur notre outil de travail, sur ce qu'on fait et l'impact qu'on peut avoir. Donc là, je vous l'ai dit, hein, on a une évaluation qui va être faite d'une séance de kiné type dans différents cabinets. Et c'est pour ça que je vous fais aussi l'écho, puisque l'air des cabinets, la ventilation, l'organisation du cabinet est regardée. Et après, on aura un outil qui sera déployable facilement et tous les kinésithérapeutes de France pourront se connecter sur un site internet pour voir, entre guillemets, l'impact carbone de leur cabinet. Voilà, ça devrait sortir. Normalement, on voulait que ça sorte fin 2025, mais je pense que, comme d'habitude, on est toujours ambitieux. Ça devrait sortir en 2026. Donc, un petit clin d'œil sur 2050. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, parce que dans ma CPTS aujourd'hui à Meudon, puisque j'exerce à Meudon, on est en lien avec les pompiers. On fait une journée d'action de gestes des premiers secours. Donc, c'est pour ça que je fais un... Et généralement... Dans les soins que vous avez appris là, avec la FGSU, on a protégé, alerté, secourir, hein, le premier pas. Et donc le début, c'est si on veut que notre environnement soit sécurisé pour nous et pour les patients qu'on reçoit et transmettre cette information, on a donc, c'est pour ça que j'ai mis Relukiné sauveteur, sécuriser la zone, donc adapter son cabinet. Et là, je pense que vous pouvez réfléchir à dans quel environnement vous êtes.
Est-ce que vous avez des dalles au sol? Est-ce que vous avez du béton ciré? Est-ce que vous avez du parquet? Est-ce que vous avez, etc., etc. Est-ce que vous avez des rideaux? Est-ce que vous les nettoyez? Est-ce que, etc., etc. Donc votre environnement, et utiliser des produits évidemment pour nettoyer. Et vous savez qu'en hygiène, on a appris qu'il fallait, je dirais, laver et rincer. Là, on a des produits qui se rincent jamais, c'est étonnant. Donc quand on rince, on s'aperçoit de ce qui se passe. Voilà, donc sécuriser la zone, adapter son cabinet, protéger, donc évidemment aérer. Hein. Les conseils qu'on a eus pendant le Covid, de dire vous aérez entre deux patients, vous ouvrez les fenêtres, etc., et vous faites rentrer les patients. Je veux dire, sans être ayatollah et ouvrir et rafraîchir, etc. La ventilation, on le voit bien hein, dans les salles de réunion ou les endroits où il y a des indicateurs de CO2. Le CO2 monte très vite. Donc si le CO2 monte trop vite, les autres produits montent très vite aussi. OK ? Donc purifier, je vous ai mis un clin d'œil parce qu'il y a un questionnement là avec Dyson qui crée des gros entre guillemets purificateurs d'air pour les formaldéhydes avec des charbons actifs ou des choses comme ça. Donc ne vous faites pas avoir, mais soyez vigilants. Et vous avez une formation scientifique, donc vous pouvez voir si on vous raconte n'importe quoi ou pas, demander des explications. Mais c'est vrai que la ventilation et la purification de l'air est un élément super important. Alerter, donc prévention, information, aussi bien pour vous, mais pour aussi les patients. Et c'est justement l'action qu'on peut avoir sur 2050 et le cancer du sein. C'est-à-dire que toutes les informations que je vous ai données, vous allez les retrouver bien évidemment. Elles sont sur le réseau du kiné, du RKS et autres. Je veux dire, renseignez-vous. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Il y a peut-être d'autres molécules qu'on va découvrir. On le voit avec les médicaments qui disparaissent et qui apparaissent. Dans l'air, vous avez des choses auxquelles vous êtes exposés, auxquelles vos patients sont exposés. Et clairement, alerter, c'est un rôle hyper important que l'on a, nous, en tant que kinésithérapeutes. Je veux dire, par rapport aux autres professionnels qui voient les personnes soit endormies pour les chirurgiens, soit très rapidement pour les médecins ou les autres professions, nous voyons des patients longtemps, nous les suivons, nous soignons parfois plusieurs générations et il est important. Secourir, c'est notre raison d'être puisque c'est notre formation et je vous l'ai mis, soigner, regardez les recommandations de la HAS qui ne sont que des recommandations mais qui existent. Entre guillemets, regardez aussi les informations ou adhérer au réseau kiné du sein dans le cadre du sein, mais pour la BPCO, c'est la même chose. Et donc, tenez-vous informés, aussi bien pour vous, et je pense que là, mon rôle en tant que représentant des kinés, c'est de penser à vous aussi et de passer aux patients, mais ayez cette attitude, entre guillemets, scientifique qu'on vous a donnée, de dire, ne soyez pas crédules, donnez une information que vous pouvez vérifier à vos patients et pour vous-même. Objectif 2050, l'objectif à ne pas atteindre, c'est les 75 000 € de cancer en 2050. On en a 63 000 en 2023 hein, sur les cancers du sein en France. Je pense qu'on peut dire yes, we can. OK ? Merci à vous. Si vous avez des questions, on a déjà dépassé l'heure, donc vous nous les poserez. OK, merci à tous. Bonne fin de journée, bon salon.